Bonjour à tous et bienvenue sur votre matinale. Ce matin, un seul sujet va nous aider à faire l'essentiel du menu de ce matin. Il s'agit notamment du nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias depuis le vendredi dernier. Les professionnels des médias disposent donc d'une nouvelle Bible avec quelques innovations. Quelles sont ces innovations? On va les découvrir avec le commentaire de Franck Aounou qui va venir nous dire l'essentiel à retenir à ce propos. Puis on fera le débat juste après. Si tout allait bien aussi, on recevra par ici Brice Ogoubi, les membres du CNPA. C'est l'organe qui réunit les patrons des médias au Bénin. Avec lui, nous allons discuter aussi donc du contenu de ce nouveau code. En dehors de cela, l'actualité telle que relayée par les quotidiens est assez variée, riche ce matin, allant des élections de 2026 au contexte actuel du Bénin. On fera donc le tour rapide tout de suite avec la une des journaux, puis après, vers la fin de cette émission avec la revue de presse. Bienvenue à tous. Et nous ouvrons donc avec la une des journaux ce matin, Fraternité pour commencer, pays africains les plus démocratiques selon The Economic Intelligence Unit, classe 19e, le Bénin parmi les régimes hybrides. Et puis El Hadj Lukman Adebende, imam de la mosquée centrale de Tamé à Djara. Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah. Les hommages de la République au ministre Kwaro Yves Chabi a découvert donc dans les colonnes de Fraternité et puis porté au BTP Bénin, fier d'avoir contribué au succès du Bénin. Choiseul Africa Summit, voix de femme, Ghislaine Khodonou rend hommage aux femmes dans les finances. L'édito signé Anissé Carlos Oké ce matin, l'école de la sagesse américaine. Nous passons à Dynamisme Info, présidentielle de 2026, l'inévitable rapport de force entre Patrice Talon et Boni Yayi. Matin libre, après l'audit du fichier électoral, code électoral, pourquoi Talon doit aussi faire preuve de bonne foi, donc dans les colonnes du journal. Le potentiel accident de circulation à Poubelle, 2 camions chargés d'essence enflamment le bitume abîmé. Le matinal, obsèque du ministre Kwaro Yves Chabi, les hommages mérités de la nation. Jocelyn Hama Nenendini, un destin de vie à moitié accompli. Nous passons maintenant à le télégramme. Propos tenus par l'ambassadeur à Ganka au Niger. Le Bénin n'a rien fait pour demander pardon selon Wilfried Léandre. Rungbeji, l'autre quotidien Assemblée nationale, première session extraordinaire au titre de 2026, d'importants projets de loi inscrits en débat. Nous sommes avec la primeur, réussite du colloque scientifique international à l'université de Parakou pour commémorer Tcharoy 44, des lauriers pour le professeur François Adebayo Abiola. L'informateur, diplomatie, le Bénin se prononce sur le cas Niger. Nous passons maintenant à la boussole. Rallonge du délai de la validité du CIP au Bénin. Le porte-parole, Rungbeji, expose les motivations du gouvernement Nord-Sud quotidien. Crédibilité de la l'ALEI, relation avec le Niger, CIP au Nord-Sud quotidien. Rungbeji apporte des éclairages. Nous sommes avec les 4 vérités. Colloque scientifique international de l'Anslab à l'Unipar, comprendre et faire la lumière sur le massacre de Tcharoy, 80 ans après. Le quotidien Le Meilleur, controverse autour de la relecture du code électoral. Le président Talon clôt le débat. Il appelle chaque camp au travail pour 2026.
26. Le matin, lutte contre le terrorisme dans le nord du Bénin. L'armée béninoise tue 9 terroristes à Kantoro, commune de Karimama. Nous sommes avec décryptage info, contribution au tourisme, du tourisme au PIB. Le Bénin aspire à passer de 6 à 13,4% d'ici 2030. Tournée statutaire et officielle du président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima veut réchauffer les liens et consolider les acquis de la pétanque en Afrique. Là, c'est le titre de Visa Info. Diakpata, troisième mandat ou non au Bénin. Eric Honete tacle ceux qui parlent de Nouvelle République. Ordonne à Ladati et Wilfried de Rongbeji riposte. Libération, fiabilité de la liste électorale. Le gouvernement rassure. Le chasseur info, presse béninoise. Les nouveautés du code de déontologie et d'éthique dans les médias. L'UPMB appelle les professionnels des médias au respect du nouveau code. Coup de poing, nous sommes avec l'investigateur, le CNSB et sa crise. Dato doit agir. Palmarès, réforme de l'état civil au Bénin. Le CIP désormais valide pour 5 ans. Bénin intelligent, presse béninoise. Un nouveau code de déontologie en phase avec les défis modernes. L'événement du jour, hommage de la nation à l'ex-ministre des enseignements, de l'enseignement maternel, de l'enseignement secondaire et technique. Les œuvres de Yves Chabi saluées avec respect et reconnaissance. Le quotidien L'Indépendant, relevé de décision de la direction exécutive nationale de l'UPR, Osvaldo Miki suspendu et destitué du parti. Retour à Fraternité pour la deuxième lecture. Pays africains les plus démocratiques selon The Economist Intelligence Unit. Classé 19e, le Bénin parmi les régimes hybrides. El Hadj Lukman Adegwendin, imam de la mosquée centrale de Tamé à Djara. Le Ramadan est une école de purification spirituelle pour se rapprocher d'Allah. Les hommages de la République au ministre Kwaro Yves Chabi à découvrir dans les colonnes du quotidien en ces pages 4 et 5. Portéo BTP Bénin, fier d'avoir contribué au succès du Bénin, Choiseul Africa Summit. Voix de femme, Ghislaine Rodonou rend hommage aux femmes dans les finances. L'édito signé Anissé Carlos Souké, l'école de la sagesse américaine. Voilà ce qu'on peut retenir donc de la une des journaux ce matin. On va passer au deuxième acte de cette partie de votre matinale, le bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Clap de fin des travaux de la 13e concertation interafricaine des maraîchers éco-santé, des engagements des acteurs suivis de bien d'autres résolutions et de l'assistance aux participants pour leurs initiatives pays pour la saison 2024-2025 ont été pris. Les détails à suivre. À suivre aussi, et notamment en sport, les éléments au sujet du regroupement des sélections sportives U15 dans le département du Borgou. C'est un programme du ministère des Sports qui s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation des jeunes talents pour structurer durablement la relève sportive nationale. Voici le bulletin. On va commencer avec ces images à charge émotive très forte. Là, nous sommes à Parakou. Il y a eu hommage très émouvant au ministre Yves Chabi Kwaro. C'était donc ce 1er mars. Le gouvernement, collègues, parents et amis se sont mobilisés pour saluer la mémoire de l'ex-ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Ceci à travers une célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Pierre-Paul de Parakou. Reportage. C'est ici, à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Parakou, qu'il a reçu les derniers hommages de la République. Kwaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, jusqu'à son décès survenu le 20 février 2025, des suites d'un accident de la route
a eu droit à une cérémonie d'hommage digne du nom, marquée par la présence d'un parterre de personnalités politiques et administratives. Au cours de la phase protocolaire de cette cérémonie, marquée dans un premier temps par la célébration eucharistique, officiée par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque métropolitain de Parakou, Feu Kwaro Yves Chabi a été fait grand officier de l'ordre national. Yves Kwaro Chabi, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national. Dans son allocution, le représentant du gouvernement, le ministre Saliman Karimou, a rendu hommage à un ministre engagé et disponible pour la République qui a favorisé la mise en œuvre de plusieurs réformes dans le secteur éducatif. Des mérites réitérés par le représentant du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Selon Ayouba Garba, l'illustre disparu était de son vivant un ministre exemplaire, dévoué, avec un sens d'écoute irréprochable. Honorer ta mémoire, c'est contribuer à former les ressources humaines compétentes et compétitives au service du développement de la nation et surtout la transformation structurelle de l'économie béninoise. Monsieur le ministre, Kwaro Yves Chabi, honorer ta mémoire, c'est contribuer à atteindre et même dépasser les taux de succès scolaire fixés à travers les lettres de mission attribuées par votre autorité le 23 décembre 2024 au titre de l'année scolaire 2024. Le préfet du Bogou, également présent lors de cette cérémonie, garde de vifs souvenirs de sa collaboration avec Kwaro Yves Chabi, un homme qui sait aussi s'excuser. Son frère aîné, représentant la famille éplorée, a, après avoir salué le soutien du peuple béninois dans cette épreuve difficile, trouvé le bout de temps nécessaire pour rendre hommage au garde du corps du ministre mort dans les mêmes circonstances. Travailleur, consciencieux, rigoureux, discipliné et digne, ayant un grand sens de l'État, à la fois affable et courtois, d'un commerce agréable, jamais un mot plus haut que l'autre, respectueux de tous, il savait aussi arrondir les angles et rendre service à tous. J'adresse au nom de toute la famille nos sincères condoléances à la famille du feu sergent Christian Sabi Kawepo, garde du corps du ministre qui a succombé tragiquement dans les mêmes circonstances. Je me souviens toujours de cette phrase que ce dernier répétait: si le ministre doit mourir, c'est que moi je suis mort avant lui. Cette grande cérémonie d'hommage intervient après la veillée de prière déroulée au domicile du défunt. Elle sera par contre suivie de l'inhumation qui aura lieu dans l'intimité familiale du regretté ministre Feu Kwaro Yves Chabi. Dans le département du Mono, après 112 heures de réflexion, les travaux de la 13e concertation interafricaine des maraîchers éco-santé ont pris fin en début de week-end écoulé avec des engagements des participants de poursuivre le combat pour la vulgarisation de l'approche éco-santé. Des engagements suivis de bien d'autres résolutions et de l'assistance aux participants pour leur initiative pays pour la saison 2024-2025. On va faire le point avec Nassi Salossé. Des engagements pris après 72 heures de travaux, faits surtout d'échanges et de partage d'expériences. Tout ce que vous avez entendu ou appris et que vous ne faisiez pas hier, c'est le moment maintenant d'aller essayer ça chez vous. Et c'est l'un des avantages de cette concertation. Des avantages offerts à la trentaine de participants à cette 13e concertation interafricaine autour d'une série de formations animées par des experts connus pour leur maîtrise de l'approche éco-santé. D'ailleurs, les travaux en atelier et débats ont été appuyés par un constat de terrain au cours d'une visite guidée sur un site témoin de la production bio. Cette 13e concertation a été spéciale cette année. On a été bien formés, on a envoyé des formateurs. Hier, on a eu au moins 3 orateurs
Et on a eu encore des connaissances, tout ce qui m'a plu. Il y a les choux de Chine. Moi, je fais ça, mais je n'ai jamais vu. Je faisais, mais pas en grande quantité comme ça. Bon, entrer au pays aussi, on va les rencontrer à nos camarades burkinabés. Ils repartent aguerris et se disent prêts à contribuer à la vulgarisation du programme éco-santé dans leurs pays respectifs. Seulement, les problèmes liés à leurs activités restent toujours d'ordre foncier. Celui qui pilote le programme éco-santé dans la sous-région en fait sa principale préoccupation. Pour que vous fassiez ce que vous faites, vous exercez votre profession, vous avez besoin de la terre. Là où vous travaillez, ce sont des terres qui appartiennent à d'autres personnes. Et de temps en temps, on vient vous dire, partez de là, partez. Je crois qu'il est temps qu'on réfléchisse à ce phénomène-là et qu'au niveau de chacun de nos pays, on commence par trouver des solutions. Ces maraîchers éco-santé sont présents dans 7 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal et le Bénin. Et nombre d'entre eux ont reçu des fonds pour leurs initiatives pays 2024-2025. L'évaluation sera faite à la prochaine concertation, initiative de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac, du catering et des branches connexes, avec le soutien de son partenaire canadien Unifor. Au plan sportif, les 12 départements du Bénin accueillent simultanément depuis la semaine dernière le tout premier regroupement des sélections sportives départementales U15. C'est un programme qui s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation des jeunes talents initiée par le ministère des Sports pour structurer durablement la relève sportive nationale. Pour le compte du département du Borgou, c'est la ville de Parakou qui a servi de cadre à cette formation des talents sportifs dans les 5 disciplines choisies pour cette initiative. Epiphane Chabi. Il s'agit de l'aboutissement d'un programme ambitieux de promotion et de développement du sport à la base, conduit par le gouvernement à travers le ministère des Sports et ses partenaires depuis 2018. Ce premier regroupement des sélections sportives et départementales, réuni ici au centre des Sports, ainsi qu'au stade municipal de Parakou, de jeunes talents repérés et sélectionnés à l'issue des championnats scolaires de l'année 2023-2024. Il est très important, n'est-ce pas, après une sélection départementale, à la suite du championnat scolaire de l'année dernière, de l'année scolaire dernière, n'est-ce pas, de regrouper ces talents-là et de faire une évaluation, n'est-ce pas, de leurs compétences. Maintenant, faire une évaluation de leurs compétences reviendra aussi à mettre sur pied un petit projet de jeu, un petit projet d'entretien, un petit projet d'amélioration de leur qualité, n'est-ce pas, pour permettre qu'ils progressent. C'est ce qui suit dans le processus. Parce qu'un travail a été fait au niveau des coachs. Les coachs locaux qui étaient ici, ils ont commencé à travailler avec les enfants, à travers les classes sportives, à travers les écoles de basket. Maintenant, c'est à partir de leur travail qu'on a fait une sélection et on est venu travailler avec eux pour les renforcer. Lancé officiellement ce mercredi 26 février 2025 à Plakoué, ce programme s'inscrit dans la stratégie de détection et de formation des jeunes talents initiée par le ministère des Sports pour structurer durablement la relève sportive nationale. C'est un regroupement qui est fait des enfants de pratiquement toutes les communes. Donc il était important de les regrouper pour qu'elles puissent, se familiariser et sur le plan du football, qu'elles puissent avoir des automatismes entre elles. Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas seulement qu'au niveau des garçons, des filles, il y a aussi les garçons qui sont là. On vient de finir avec les garçons, maintenant c'est les filles. On a 25 garçons, 25 filles. Heureusement que les 25 ont répondu présentes pour ce premier regroupement. Avec 2352 jeunes garçons et filles sélectionnés à travers tout le pays, ce premier regroupement pose les jalons de la nouvelle politique de détection et d'encadrement des jeunes talents béninois. Les meilleurs vont intégrer les académies régionales dès leur ouverture, renforçant ainsi la vision du gouvernement de faire du sport un véritable levier de développement.
De son côté, le handball béninois enregistre dans le rang de ses clubs professionnels pour le compte de la nouvelle saison qui s'annonce une nouvelle équipe. Il s'agit de l'équipe de la SBE dénommée Énergie Handball Club dont la saison 2025 est officiellement lancée le vendredi dernier, ceci au cours d'une conférence de presse à la direction générale de la société à Cotonou. Occasion pour les dirigeants de dévoiler au public ce nouveau club professionnel de handball, sa vision et surtout ses ambitions pour la saison 2025. Reportage. Voici la dernière année sportive de la Société béninoise d'énergie électrique. Énergie Handball Club qui voit le jour et rejoint la famille des sports demain au sein de la société. Entre nous, travailleurs de la SBE, il y avait déjà des amateurs et des anciens joueurs de handball qui, malgré leur profession, leur quotidien, essayaient déjà de jouer les samedis, les dimanches pour se refaire une santé. Donc l'idée est née de là, il y a 3 ans, de lancer un club de handball pour maintenant aller en compétition et aller sur le plan professionnel. C'est ainsi que la Société béninoise d'énergie électrique débarque dans le handball béninois. L'idée est de véhiculer davantage les valeurs et surtout l'image de la SBE à travers ce sport demain comme le font les équipes de football, de volleyball et de basketball de la société. C'est une ambition qui s'inscrit dans l'optique de l'art stratégique de reconquête du territoire de la SBE. Alors comme il y a beaucoup de monde à SBE, 2000 personnes, on a déjà habillé tous nos électriciens avec, je dirais, une tenue de travail où les couleurs de la SBE se voient. Et en fait, vous êtes un peu le prolongement de cette action de rendre visible la SBE sur le terrain. Énergie Handball Club fera partie des équipes qui vont animer le championnat professionnel de handball au cours de la saison 2025. Une première saison au cours de laquelle l'équipe ne compte pas jouer les seconds rôles. Pour ça, elle s'est donné les moyens pour une bonne moisson de joueurs expérimentés. Nous avons pu mettre la main sur certains joueurs qui sont avec nous ici. Ils sont là. Comme vous le voyez, c'est des joueurs qui ont été champions au niveau de Flowers, d'autres vice-champions au niveau de l'équipe de Aspac il y a cela 3 ans. En prélude à la saison 2025, Énergie Handball Club a déjà démarré les séances d'entraînement depuis plusieurs jours. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe aura disputé un match amical dans les jours à venir et un tournoi de handball à 4 clubs à partir du 16 mars 2025. Et voilà qui met un terme à l'acte de date du matin de ce lundi, Tanguy. Merci. Florence nous a présenté le bulletin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, tout au long de la journée, vous avez des rendez-vous d'information. Je rappelle les mini-rendez-vous, ceux de 11h et de 16h. Ça s'appelle le bulletin d'information sur votre chaîne de télévision. À 13h, 19h30 et 22h30, c'est les grandes éditions du journal à téléviser. Prenez donc ces rendez-vous-là pour vous informer davantage. Voici maintenant, pour ce qui concerne Actu Matin, l'actualité des sports. Candide, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce matin, on aura parlé football, basketball, volleyball et puis d'autres disciplines. On va déjà démarrer par le sport roi, la 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui a eu lieu. Évidemment, dans la poule, à un total de 8 matchs déroulés pour ce qui est de cette 20e journée. Abeille et Banigansé se sont neutralisés au bout d'un score nul d'un but partout. Victoire 3-2. De Bois FC devant l'équipe de l'Est Tonnerre de Boy. Componté FC de Djougou s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Dynamo de Parakou s'est incliné sur un score de 0 but contre 3 devant l'équipe de Damissa Football Club de Ndali. 2-0 pour la victoire de l'équipe de Beke FC devant Espoir FC de Savalou. 1-0
aussi bien pour la victoire des Buffs du Bagou, des Cavaliers de Niki et puis de Odu FC de commun respectivement devant les équipes de l'AS Takune, Loto Popo et puis Dynamo FC d'Abomey. 3-1 pour la victoire de l'équipe de Dadia Football Club devant l'équipe de Real Sport de Parakou. Dans la poule B, par contre, score nul et vierge pour commencer entre l'équipe de Adidja Football Club et Requin FC de l'Atlantique. 1-0 pour la victoire des Adja Kalolo de l'Est Cotonou devant les policiers de l'Est Police Républicaine. 1-0 également pour la victoire de la jeunesse athlétique de Ketou devant l'équipe de la jeunesse sportive de Pobé. Aspac s'est imposé en déplacement à Craqué à l'équipe de l'USS Craqué. 1-0 pour la victoire de Aziza devant l'équipe de Ayema Football Club. Dragon s'est imposé par le même score à l'équipe de l'Asfo. 3-1 pour la victoire de Sitatunga FC devant l'équipe de l'Étoile filante. L'AS Soubemap et Coton Football Club se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge. À l'issue donc de cette 20e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, le classement dans la poule A est dominé par l'équipe de Dadia Football Club qui maintient sa place de leader dans cette poule avec 40 points au compteur, un goal différentiel de plus 11. L'US Cavalier vient en deuxième position avec 37 points au compteur, un goal différentiel de plus 7. Damissa Football Club de Ndali est troisième de la poule A avec 36 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Dynamo FC d'Abomey vient en quatrième position dans cette poule avec 34 points et un goal différentiel de plus 9. Ponte FC est 5e de la poule. Odu FC 6e. L'équipe de l'Espoir FC de Savalou 7e de la poule S. Takune 8e. Et puis Bani Gansé monte à la 9e position au détriment donc de Loto Popo qui chute, sinon qui sort du top 9 dans la poule. Dans la poule B, le classement est toujours dominé par Dragon Football Club qui est positionné premier au classement avec 35 points au compteur. AS Soubema vient en deuxième position avec 33 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'équipe de Coton Football Club qui grimpe à la troisième position. L'USS Craqué est quatrième de la poule avec un total de 30 points au compteur. Aïma FC 5e, Asfo 6e, Aspac 7e, la jeunesse sportive de Pobé 8e. Et puis Tanguy, l'AS Police est positionné 9e au classement dans la poule B. Allez, on a parlé des messieurs, on va parler des dames maintenant. Les différentes équipes engagées dans le championnat national féminin ont renoué avec la compétition après la pause candide. Les 10e et 8e journées de la première division féminine ont eu lieu ce week-end, respectivement dans les poules A et B. Évidemment, c'est bien cela, Tanguy. Le championnat féminin a repris de fort belle manière avec la phase retour. Ce week-end en Fafa avec des bousculades dans la poule A. L'équipe de Sam Nelly, vous allez le voir sur le tableau, s'est offert une victoire étriquée d'1-0 pour son déplacement à l'UAC pour affronter l'équipe de Asaba Football Academy. L'équipe de l'AS UMSA et des Tambours d'Adiara se sont neutralisés au bout d'un score nul. Victoire 1-0 pour l'équipe de Dynamique FC d'Abomey Calavi devant l'équipe de Nadia Football Club à domicile. Score à l'arrivée 1-0 pour les locales, justement les filles de Dynamique FC d'Abomey Calavi qui s'imposent par un score d'1-0 au leader de la phase aller, bien entendu l'équipe de Nadia Football Club. Dans la poule B, on a assisté hier à une victoire 5-0 de l'équipe de l'AS Gamia devant Elite AC de Parakou. Au-delà de ça, l'équipe de Vigueur de l'AS JFA s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe de l'AS Leader de Parakou. Autre résultat justement sur le tableau, vous allez le voir, l'équipe de Vigueur de Lokosaki s'est inclinée devant l'équipe de Tambou FC justement. Restons avec les dames, Tanguy, pour parler maintenant des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Dans le cadre du deuxième tour où le Bénin sera en double confrontation avec la République démocratique du Congo, la sélection cadette du Bénin amorce dès ce lundi 3 mars 2025 au stade René Pleven de Cotonou le dernier virage de sa préparation vers l'échéance en vue pour cette dernière ligne droite, sinon pour cette dernière mise au vert. Avant le match aller, la sélectionneur Ida Azansou a dévoilé en fin de semaine écoulée une liste de 23 joueuses au total, dont 3 gardiennes, 7 joueuses convoquées en défense, 6 milieux de terrain et puis 7 attaquantes. Sur cette liste, on note l'absence de la capitaine Armande Bokor
qui ne sera pas de la partie faute de blessure. La joueuse de Tambou FC, Dadjara, a été victime de plusieurs fractures au tibia lors du premier regroupement des Amazones il y a quelques semaines. On va les souhaiter un rapide rétablissement. Oui. Et on va changer de discipline. On va parler de basket maintenant, le championnat professionnel de la discipline pour la saison 2024-2025 qui a pris son envol ce week-end. Oui. Le samedi candide, les matchs de la première journée de la phase aller ont été joués. Oui, fortune diverse pour les différentes équipes qui ont joué ce week-end au niveau de la conférence Nord. Pour commencer, pour ce qui est de cette première journée de la phase aller, l'équipe de Aspal BBC s'est imposée par un score de 92-44 à l'équipe de Aspal Renouveau. Lungu s'est imposé par un score de 60-46 à l'US Guéma. Toujours chez les hommes, Pontet s'est imposé, sinon s'est incliné 63-64 devant l'équipe de Bosco Staché. Et les dames, toujours dans cette conférence Nord, l'équipe de Cavalier s'est imposée par un score de 43-24 à l'équipe de Cabas. À l'arrivée pour le compte de cette première journée, 55-42 pour la victoire de l'équipe de Kobourou devant celle de associé. Au niveau de la conférence sud maintenant, Renaissance s'est incliné sur un score de 68-74 devant l'équipe de Énergie BBC qui démarre en fanfare. Elan Coton BBC s'est imposé par un score de 78-70 à l'équipe de Aspac BBC. 55-65 pour la défaite de AOL BBC devant l'équipe de Avrancourt Omnisport. Chez les dames, dans la conférence sud, l'équipe de Renaissance s'est inclinée 37-73 devant l'équipe de Énergie BBC. Aspac BBC s'est inclinée sur un score de 41-48 devant l'équipe de Elan Coton BBC. Tanguy, on va changer de discipline. Parler maintenant du Maracana. La Fédération béninoise de Maracana a procédé ce samedi 1er mars 2025 au lancement officiel de sa saison sportive 2025. Ceci à travers un match de gala entre la Fédération béninoise de Maracana et celle togolaise. Justement, l'année 2025 qui s'annonce ambitieuse, candide pour la Fédération béninoise donc de Maracana, avec comme axe clé la promotion de la discipline dans toutes ses formes au Bénin, le renforcement de la structure interne et bien d'autres. Et à ce sujet, vous avez réalisé ce reportage que je propose qu'on suive ensemble. Après l'organisation du championnat national et la médaille d'argent décrochée à la Coupe du Monde de Maracana à Abidjan 2024, la fêtière du Maracana béninois veut davantage promouvoir la discipline au plan national et surtout porter encore plus haut le drapeau béninois sur la scène internationale au cours de cette année 2025. Une année pleine de promesses et de nouveaux défis. Elle s'annonce déterminante pour l'avenir de notre discipline et avec un enthousiasme renouvelé. Nous sommes prêts à franchir de nouvelles étapes. Gravir de nouveaux échelons au cours de la nouvelle saison sportive. La FEBEMA ne compte pas prendre par 4 chemins pour y arriver. Les priorités sont claires et les actions à mener au cours de la saison sont bien définies. Cette année, nous allons poursuivre le renforcement de la structuration de notre fédération. Nous finaliserons aussi la révision des textes fondamentaux et des règlements internes pour adapter la fédération aux réalités actuelles du Maracana. Nous allons organiser les phases départementales et nationales du championnat national. Nous mettons également en place de nouvelles compétitions comme la Coupe de l'Indépendance, la Nuit du Maracana, la Coupe du Bénin et le Trophée des entreprises. Cette année, un accent particulier sera mis sur la promotion du Maracana féminin. Nous participerons à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, dite Maracan Bissau 2025, avec des équipes masculines et féminines. La FEBEMA veut aussi miser sur le renforcement des capacités de ses entraîneurs et officiels techniques en vue de garantir un encadrement de qualité pour les athlètes. Un accent sera aussi mis sur la diversification de ses sources de financement afin de pérenniser ses activités. Pas dans la zone des 6 mètres. Le lancement de cette saison 2025 du Maracana béninois est marqué par un match de gala en levée de rideau entre les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana et ceux de la Fédération togolaise. À l'arrivée, les locaux s'imposent par un score de 4-3. Ce que le Bénin a initié aujourd'hui en nous invitant, en nous associant à leur lancement
au niveau de leur championnat national, eh bien, nous devons pouvoir le faire au niveau de toute l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Nous avons maintenant une fédération qui est mondiale. Et il faudrait que l'on sente la présence de tous les États, de tous les pays, quel que soit le continent sur lequel nous nous retrouvons. Le Maracana ne doit plus rester entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et les pays de la sous-région ouest africaine, mais le Maracana doit pouvoir se répandre dans le monde entier. La saison 2025 de la Fédération béninoise de Maracana est ainsi lancée. Une saison dite stratégique pour les différents acteurs qui comptent bien s'y prendre avec un travail collectif, une mobilisation sans faille et une vision partagée. Allez, on va finir par le volleyball. La 4e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est déroulée ce week-end. Quelques résultats très rapidement. Chez les hommes dynamiques, VBC s'est imposé par 3-7 à 1 à l'équipe de LS Police Républicaine. Toujours chez les hommes, à Sorbou s'est aussi imposé 3-7 à 1 à l'équipe de All Star. L'équipe de Énergie VBC s'est imposée par 3-7 à 0 à l'équipe de l'AS Cotonou. La JSPA s'est inclinée sur un score de 1-7 gagné contre 3 devant l'équipe de Alada VBC. La JSPA chez les hommes s'est imposée par un score justement de 3-7 à 1 à l'équipe de Alada Olympique. Étincelle s'est inclinée sur un score de 3-7 à 2 à l'équipe de All Star. USCK s'est imposée par 3-7 à 2 à l'équipe de l'AS Police Républicaine pour le compte de la deuxième rencontre, comptant justement pour le compte de cette 4e journée. Finance VBC s'est imposé par 3-7 à 1 à l'équipe de Asso Nyon. Allez, Tanguy, on va rester ici ce matin. Ça donc tout pour le menu de Sport Matin ce matin sur Actu Matin. Pour vous qui aimez bien l'actualité, les informations sportives, et ben rendez-vous ce soir à partir de 21h. Ce sera pour le grand format. L'émission Canal Sport Suisse là. Oui, c'est comme bien dit, cela. on aura aussi du football au menu. De 21h, oui, on aura bien entendu le football au menu et surtout un accent particulier sera mis sur la saison sportive 2025 du basketball qui a été lancé ce week-end avec à la clé la première journée de la ligue, de la phase allée de la ligue professionnelle du basketball dont le coup d'envoi a été donné ce week-end. On aura aussi à recevoir en direct depuis la Suisse l'international béninois Imran Hassan qui évolue du côté de Krachop Club Zurich en première division suisse pour nous parler un peu de son actualité et au-delà de ça, un mot. Il va se prononcer sur le tirage de la CAN et aussi des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde où les Guépards vont jouer les 20 et 25 mars prochains, justement le match comptant pour les 5e et 6e journées. En tout cas, on sera rendez-vous, on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc, c'est un moment d'échange là. Allez, à ce soir. Oui, à ce soir. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre acte sur Actu Matin. Je vous propose de suivre maintenant ce magazine que nous avions réalisé. C'est à propos du gari, cette farine de manioc, qu'on obtient justement en travaillant le tubercule. Alors, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une activité rentable? Quelles sont les femmes qui s'y adonnent? Et comment s'organisent-elles justement pour arriver à tenir leur quotidien grâce à ce travail? Élément de réponse dans ce magazine. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est Bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler Bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Le temps est menaçant ce matin-là. Pas de quoi annoncer une bonne journée de travail. Surtout quand il faut aller chercher dans un champ de quoi nourrir son commerce. Marceline appartient à un groupe de femmes qui fabrique et vend du gari, farine de manioc obtenue après plusieurs étapes de préparation. Aujourd'hui, elle n'a rien à faire de l'humeur du temps. Un champ de manioc qu'elle a négocié depuis des jours l'attend pour la récolte. Misa kwa jong kleno minondo nindo so mina hon asanto gbe bo mina hon be po mi kono zon agle o me po mi no ba me na hon mi po mi no hon me de le no do mi kono sa kantin o po mi no gbo ho klobo toto kantin o mi no ho 25,000 et dépend de oiseaux de mon goût. Nous attendons un point de me en dovo et sous pas le gré digmoé. De les oiseaux goût. Attention et yon de pebo yon pon. À mon de et attention ti pevi et oiseaux allez. Attention yon pon. Pour mi molo tio mi modo fin lo e waso e rena ho inchai kwaton e wa mi no ho inchai kwaton de ma waso ale o chaki a foton chaki ko e wa mi no ho nous viahi galio viahi o mi no ho klubo to chaki kande gali ma ka viahi a mi no ho chai kwaton chai ko o mi no ho mi de su no le mi no do fen mi no do gbade mi no do fen no mi blo gali kakabo mi de su ton vo mi no aje hi hoji gona mo je hi hoji gona
e ndo gbeta yo me bino amlo ba bo me bino kisi do mlo honsen fe la di je mi no blo galina de gba o mi no blo na de mala gba o yo mi no blo na ai kun ma de tin ba ho fe de di o e don we gali o play e tin ba ka ho de di o e don we mo. Le soleil n'est pas encore au dehors, mais Marceline sait que le temps est très avancé déjà. Il faut donc vite retourner à la maison pour l'épluchage et le nettoyage des tubercules. Quand elle rentre, ses amis membres de l'association sont alertés. Le travail sera collectif et plus rapide. Chacun joue un rôle et apporte une aide, quel que soit son âge. Oh, du temps. Était un club, tout le coup à vivre. Mais le coup de non pas vie. Fait-on qu'ils disent qu'on non pas vie. Eh, on croit les avant. Les gens qui n'ont bloqué quand ils sont nous pour moi dire. Eh, nous tu viens là dire, on se la ca. Mais non la fait encore. Parce que nous sommes là gaber ya. Nettoyer et laisser un moment afin de débarrasser l'eau de lavage, les tubercules passent à la machine pour être réduits en pâte. À cette étape, la productrice de Gari a une autre possibilité d'exploitation du manioc pour obtenir du tapioca. C'est l'amidon recueilli avec la sève, grillé dans une marmite à sec. Ulino. Avanza Jamia. Ulino. Non, ça fait vraiment tellement de sciences, mais quand on dirait des divos, mais non, il a voici on a aussi maintenant.
Non fin. Non li le bo si non. Non si non. Tom di senato. Ye li bo bela timeo. Non so filo comme on to vandeji. Ba yi ron no le tumbi mo dale mo le soda mo to vandeji. Abwe wa ya yo. E no le ba po. Po ene, bo po we no do. Be no to po mo so. E bela timeo no so deji. Mo ba po mo to deji mo le so po de deji mo si. Chobo dio. Dan ho wa. Bo aja gamboji. Ene o so ve wa. E wa yin lo ti. Dia no ve uti. Cho anzin no lo sun le ba. E ro me ba de o. Abo lo dio. Me yin le no zito. Les sacs passeront quelques heures sous la pression pour libérer l'essentiel de l'eau contenue dans la pâte malaxée. Vient alors l'ultime étape, la cuisson à sec. Mayo dayo, be na ko gayo no mi azeun. Be no poro, be amu no ko pele mo mi no kwa. Mo ai ka do ko me, be no aku pe. De ti mo ai ka ku fe yen tro bo mi pa tro bo bo gayo to tro lo eni no ku so no ko ti o mi no kwa sa kla me. Eni no yen de fe ganji. E bia hi bo yo bo mi ta ngo mi sa ba sa lo po. Chaki 12 mi chaki we. Ba ti alo. E non dobno zimo dile bi chaki wewe. E kwa bidin e chaki aizen. Chaki aizen si an ki me ere di. Fi de non ve o de klede. Le we le o ve o ta. Lo azo su po ka we. E ve o. Eblo do mio zoe. Mio si zoe nele. Ero biglo do miwe. Do mino asizo. Asizo lo no komito ha. So mino de. So wan do tagba mi. No si so. Mi o mo bro. Eno ado ya mi. Aso no bi o ko me nu mo. Ata so mo. Mi kon gbe a. Mi no ra tin kele nu. On da masi. On. Eno ejamblo bonu azo ma wa mi o ma wa. Eno me comme no sutana le trele. Bon ma no gudode. Ba mere bo na gun ko ma se mi on do nwe. Ba no wa to sin gudode. Ene amo azo aka amo mi o. Amo ilo. Mi no mo azo. No mo mi o. Fora de mi le gbe a. E mi amo tempo mo sin. Boyi. Toma. Amo ko wen tato. Lo zo kwa so ko utu. Awa ku mi o mi le je ko te de mi le lila alowo go. On le dan ka le ku mi le lila. Mo do je no de ka wa sa ku. Ma ti mi o so ta le de ra yo.
Aliment de première main dans de nombreuses familles, notamment celles aux revenus modestes, le gari entre dans la préparation de nombreux plats comme le piron. Il peut être aussi un bon accompagnateur sur des plats comme le haricot, le voinzou et bien d'autres. Mais il est surtout consommé simple, délayé avec des arachides, du sucre, du lait et autres, suivant les exigences des papilles gustatives de celui qui veut en prendre. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors regardez, ça c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Kalonsoké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui.
Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Podito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablavi chanter, quand elle fait de l'acapella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu ne chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse. Et d'un coup, je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, et mettre dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames les cavalières. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65
48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Tout pour la dernière ligne droite de cette émission, avec déjà le commentaire de Franck Aono. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On parlait du nouveau code de déontologie de l'éthique pour la presse béninoise. Pourquoi justement un nouveau code de déontologie pour la presse? Parce que le diagnostic n'est pas bon, Tanguy. Les conditions de pratique de la profession ainsi que les normes qu'elle exige sont de plus en plus éprouvées. Trop de dérives, le traitement de l'information est fait sur fond parfois de mépris des règles qui régissent le métier. Les journalistes, ces dernières années, se sont beaucoup plus empêtrés dans la communication que dans la diffusion de l'information. La critique professionnelle a laissé place à la divulgation d'informations qui encensent et qui font l'éloge de personnalités ou d'individus. Les articles, les journaux parlés ou encore télévisés permettent de plus en plus aux citoyens, ne permettent pas aux citoyens, de se situer par rapport à telle ou telle actualité. La presse est malléable et corvéable pourvu que les promoteurs en tirent leur pitance. Le reste, on s'en préoccupe ou très peu si cette situation peut se justifier dans une moindre mesure par les conditions dans lesquelles ces promoteurs tiennent leur entreprise. N'en demeure pas moins que ce n'est pas la seule voie à suivre. Les patrons de presse font face à des charges de fonctionnement comme toute autre entreprise. Ils triment parfois pour payer les salaires à leur personnel dans un contexte concurrentiel et un marché trop exigu exploré par une multitude de médias aujourd'hui. Pour mieux apprécier ce tableau qu'offre la presse béninoise aujourd'hui, on ne peut en aucun cas occulter certaines contingences apparues ces dernières années. Il s'agit par exemple de la prolifération des canaux digitaux nés du développement du numérique. Cela a favorisé la naissance des médias sociaux qui font une très grande concurrence aux médias traditionnels, même s'ils tiennent le coup et affichent une certaine résilience. La télé, la radio, les quotidiens tels qu'on les connaissait au lendemain de la conférence nationale sentent cette forme de pression depuis quelques années maintenant. À cela, il faut ajouter le passage de la Covid qui entre-temps a porté un coup très dur aux activités des médias traditionnels, toute proportion prise, Tanguy. Ayons le courage de regarder dans la glace pour reconnaître que la presse béninoise a perdu en crédibilité. Cette perte de crédibilité est marquée par la qualité de nos productions, l'arrivée dans le secteur de jeunes acteurs qui manquent cruellement de formation et d'expérience. Cela déteint sur les produits finis que nous servons aux consommateurs des produits de presse. La presse, ces dernières années, est devenue, comme je l'ai dit plusieurs fois, un réceptacle où échouent tous ceux qui ont du mal ou ont pris tel ou tel virage. En face, les pouvoirs publics devenus très restrictifs des conditions faites jadis aux journalistes pour avoir accès aux sources d'informations. C'est pourquoi il est impérieux de produire de nouvelles règles pour recadrer et contenir les élans déviants des professionnels des médias, mais également le pouvoir trop poussé de nos dirigeants qui empêchent parfois les médias d'avoir accès aux sources d'information. Quelles sont les normes, à votre avis, sur lesquelles, Franck, il faut mettre un point d'honneur pour redonner à la presse lettre de noblesse? Alors, si l'opportunité de mettre en place un nouveau code de déontologie pour la presse béninoise survient dans un contexte de mutation rapide du paysage médiatique avec l'essor du numérique et des réseaux sociaux, en tout cas, il faut réfléchir, il faut s'asseoir pour trouver le bon bout à tenir. De ce fait, il faut forcément tenir compte de certains éléments dans l'élaboration d'un nouveau code. Il faut l'adapter aux nouvelles réalités en intégrant les défis posés par les médias en ligne, la désinformation et les fake news. Il faut travailler à renforcer la crédibilité de la presse béninoise dans toutes ses composantes en misant sur la rigueur afin de mieux capter la confiance du public envers les médias. Ce nouvel arsenal doit faire focus sur les pratiques journalistiques éthiques et responsables, mais au-delà de tout, le journaliste doit se sentir protégé dans l'exercice de sa profession. Le code doit forcément inclure cet aspect à travers
des dispositions contre les menaces, les pressions et les attaques en ligne. Il est aussi crucial de garantir que le nouveau code n'entrave pas l'indépendance des médias et la liberté d'expression en évitant toute forme de censure ou de contrôle politique tel qu'il est érigé en norme ces dernières années. Ça ne fait pas bien pour un pays démocratique comme le nôtre. En résumé, un nouveau code de déontologie représente une énorme opportunité de moderniser, de renforcer le journalisme béninois, mais sa réussite dépendra, Tanguy, de la capacité à surmonter les défis liés à son élaboration et surtout à son application. Merci beaucoup à vous, Franck, pour le commentaire de ce matin. On va passer maintenant à nos discussions. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Et nous voici donc pour discuter, je dois dire, autour du commentaire de Franck Aounou avec Eric. Eric, bonjour. Bonjour. On aura deux axes pour échanger. On va d'abord voir un peu ce que représente aujourd'hui le code de déontologie de l'éthique dans les médias, en tout cas dans sa nouvelle monture. Puis après, on verra un peu quels sont, je dois dire, les défis pour son application dans le contexte béninois, mettons. Mais commençons déjà à examiner, je dois dire, l'atmosphère de la profession actuellement. Eric, avait-on vraiment besoin de penser à un nouveau code? Les responsables de nos fêtiers l'ont pensé et je pense que c'est de leur responsabilité, après avoir observé la façon dont les choses fonctionnent, de penser à étoffer à nouveau ce code de déontologie dont la dénomination aujourd'hui c'est code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. Il fallait pouvoir arrimer cela aussi à l'observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Nous sommes des disciples, nous sommes comme des soldats et ils ont sans doute, comme on dit, compris qu'il fallait, en fonction des enjeux que nous avons dans notre secteur, essayer de voir au niveau des dispositions de ce code comment il faut véritablement le renforcer. Le défi que nous avons aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer, c'est l'information crédible. Jamais notre métier aura été confronté à cette situation qu'on appelle désinformation, parce que vous avez aujourd'hui des industries qui fabriquent de la désinformation dans l'objectif de manipuler, dans l'objectif d'influencer. C'est devenu une stratégie de communication politique aussi, où consciemment on essaye de mettre à disposition du public des informations qui ne sont pas vraies. Et il nous revient justement à la fois avec des armes dont nous disposons, mais aussi des tests, n'est-ce pas, en l'image du code de déontologie, de pouvoir efficacement faire ce travail. C'est bien aussi de savoir que au niveau de nos fêtiers, on ne dort pas et que quelque part, des gens qui occupent des postes de responsabilité continuent de réfléchir et de voir comment il faut armer les journalistes à davantage faire le travail. Nous n'allons pas seulement que parler de ce qui nous manque, carte de presse pas ici, pédium pas ici. Il faut aussi parler justement de questions liées véritablement à la façon dont nous devons travailler, à la pratique, n'est-ce pas, de notre métier. Moi, je suis heureux et content de savoir que nous avons des responsables aujourd'hui à qui on a reproché par le passé un certain silence, comme on dit, on a reproché le fait de ne pas les voir en activité véritablement au niveau de notre secteur. Aujourd'hui, ce nouveau code qui a été toiletté est mis à jour et je pense que on va relever les aspects les plus importants, les plus forts tout à l'heure. Franck? Non, je pense que c'est bien heureux de savoir que à un moment donné, on s'est posé la question de savoir est-ce que nous évoluons dans le bon sens. Parce que l'atmosphère, je voudrais saluer François Odo et toute sa génération, ceux-là même qui ont œuvré et qui ont mis en place le système pour que l'on puisse avoir un code de déontologie et qui ont œuvré pour sa bonne application. Je sais qu'ils s'étaient beaucoup battus
à travers des séances d'information, à travers des formations, à travers plusieurs canaux où on permettait aux journalistes de savoir mais le métier que vous exercez, ça ne se fait pas dans le vide, il y a des règles qui l'encadrent. Et donc, ceux-là ont eu du mérite en élaborant ces règles-là et en essayant de les faire appliquer par ceux qui étaient dans le domaine. Et donc, quand le moment est venu de réfléchir pour dire mais est-ce que nous évoluons dans la bonne direction, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquaient parce que justement les choses ont évolué, les réalités ne sont plus les mêmes qu'en 2006, 2003 ou bien même avant, les réalités ne sont plus les mêmes. Si quelqu'un s'arrête aujourd'hui et veut appliquer le code de déontologie comme on l'avait connu, en l'état, la personne est en train de se leurrer et n'aura aucun résultat. Et donc, quand on se retrouve à faire un tel bilan, je pense que la moindre des choses, c'est ce qui est en train d'être fait là. Et les innovations qui sont en train d'être apportées, je pense qu'on a tenu compte maintenant de l'environnement dans lequel nous évoluons tous, qui est d'abord ces médias en ligne, cet environnement qui regroupe les médias en ligne à côté des médias conventionnels, et donc qui se font une certaine concurrence, mais le mal se situe au niveau du traitement que nous faisons de l'information. Là-bas, on veut vite lâcher l'information, on veut aller très vite. Ici, on veut toujours rester dans on griffe notre monde d'avant pour vérifier, parce que la crédibilité en dépend. Et donc, vous voyez, il y a en tout cas, il y a comme deux couloirs, des uns qui veulent aller vite, des autres un autre couloir, des autres qui veulent véritablement aller avec une certaine assurance. Et c'est cette assurance-là qu'on n'a pas aujourd'hui au niveau de tous les médias, que ce soit en ligne ou au niveau des médias conventionnels, de sorte même que les médias conventionnels aujourd'hui essaient de s'aligner rapidement aussi sur certaines actualités pour donner, sinon vous serez complètement en retard. Imaginez une information qui est tombée autour de 8 heures, les médias en ligne l'ont véritablement dépecé, on a passé l'information dans tous les sens, on est allé très vite et c'est autour de 13 heures par exemple que vous pointez pour donner cette information alors que le monsieur avec son smartphone dans sa voiture à la cuisine, la maman, ça dit bleu, elle a l'information et vous l'invitez à 13 heures pour donner l'information. Non, ça ne peut plus marcher aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que les innovations qu'il faut apporter, c'est bien, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel qui est véritablement d'éviter la fausse information, les désinformations, d'éviter les mauvaises informations parce que parfois on les lâche comme ça crée beaucoup de dommages. Absolument. Et ça le crée de bien dans la communauté. Alors on a donc quelques innovations, mettons dans le nouveau code. D'abord ça commence déjà par le nom qui a changé, Eric. Oui. Mais en dehors du nom qui a changé, il y a beaucoup d'autres choses qui sont... Oui, absolument. Le France a commencé par le relever. Le code a attiré l'attention des professionnels sur l'urgence de vérifier, encore vérifier et encore vérifier justement les faits justement avant de les mettre à disposition du public. C'est le principe de notre métier de vérifier d'abord les faits avant justement de donner l'information. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous ne le faisons plus. Nous sommes tellement habités aujourd'hui par une volonté de bien faire, de vite aller à la fois que parfois certains détails nous échappent. De mauvaise foi ou de mauvaise foi, on ne saurait le dire, mais toujours est-il que ça crée des problèmes en matière de crédibilité et d'information. Et c'est l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui qui nous l'impose. Franck a donné des exemples qui sont assez factuels. On veut vite aller, on veut être le premier à donner l'information, on veut aussi être dans cette dynamique étant un média conventionnel, être aussi dans cette rapidité du traitement de l'information comme les médias en ligne. Et cela nous amène à violer un certain nombre d'étapes. Alors, c'est compliqué à la fois, mais je pense que ce que le code nous impose comme, comment on dit, charpente à respecter, il faut essayer de voir comment s'adapter, n'est-ce pas, à cela, pour que, in fine, l'information qui doit être donnée au public soit donc une information vraie. Le code aussi a insisté sur
la responsabilité des médias en ligne. On n'insiste pas sur les médias en ligne parce qu'ils sont un problème pour la corporation, parce qu'ils sont un problème pour le secteur. Il reste des médias comme une radio, comme une télévision, comme bien d'autres, la presse écrite. Voilà. Donc, on ne fait pas focus sur des médias en ligne parce qu'on les a identifiés comme l'enfant mauvais de notre secteur. Et donc, à insister sur le fait que... Non, je pense que certains sont un problème pour la profession, autant que certains médias. Mais il faut avoir le courage de le dire. Quand c'est pour les autres, nous critiquons avec des mots assez forts. Certains sont un problème pour la profession, autant que certains médias conventionnels. Quand vous voyez les titres, vous vous demandez, mais sur quelle planète nous évoluons? Donc, il y en a dans nos rangs qui constituent véritablement des gangrènes. Et c'est à ceux-là, justement, qu'on demande d'être responsable. Parce que responsable, c'est de pouvoir dire à ceux qui vont vous attaquer, vous traiter en justice après, écoutez, moi, j'ai toutes mes preuves, je n'ai pas parlé juste pour la forme, je ne suis pas allé parce que je veux du sensationnel, ainsi de suite. C'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Parce que dans nos rangs, il y a beaucoup de brebis galeuses et c'est ceux-là même qui sont adoubés par les populations. Ceux-là, oui, parce que on les aime, on dit oui, que c'est ceux-là qui sont les journalistes courageux. Alors que le journaliste, ce n'est pas pour mesurer les muscles, non. C'est de donner la bonne information. Nous savons ce qui s'est passé avec Radio 1000 Collines au Rwanda. Lorsque ça pète, on vous dit, mais il aurait pu le faire. Mais lorsque vous êtes dans le feu de l'action, c'est vous. Et disent, oui, voilà le journaliste, quand ça va se produire, on dira que c'est lui seul qui est à l'origine de tel ou tel. Donc, le tableau est assez préoccupant et c'est pourquoi les gens, je pense que l'ODEM fait un très bon travail dans ce sens. Moi, j'ai été invité par l'ODEM, par exemple, où on a causé autour d'un contenu qu'on a diffusé. Et dans une approche pédagogique, moi, je pense qu'on a compris combien de médias. D'abord, vous ne les trouvez pas. Ils sont derrière leur smartphone, ils balancent les informations et à une vitesse exponentielle, vous ne pouvez pas les retrouver tout de suite. Ils créent tous les problèmes, mais ils s'inclusent dans les ménages. On va trouver que... Vous avez la liste? Non, même la population... On va voir, il va nous aider à établir la liste des médias. Donc c'est pour éviter aujourd'hui de les frustrer. Et je pense que quand on aura fini de faire tout cela, eh bien, il ne faut pas reprocher à la RAC de sortir sa hache. Parce que la RAC ne permettra pas que sur les règles que nous nous sommes donnés nous-mêmes, que nous commençons par les violer violemment. Ça se viole aujourd'hui violemment et avec une certaine agressivité. Et c'est cela qu'il faut dire en face. Je ne sais pas s'il faut organiser les états généraux de la presse aujourd'hui encore. Mais parce que les nouveaux... On a suffisamment organisé déjà en 2002, 2014. Parce que les nouveaux qui sont là, visiblement, ne perçoivent pas la portée du métier qu'ils ont embrassé, et puis la sensibilité, voilà le mot que je cherchais. C'est un métier qui nous impose beaucoup de retenue, mais aujourd'hui, tout ça est bafoué. Revenons aux innovations. Vous savez, dans une corporation, pour aller dans la même logique que Franck, vous ne pouvez pas espérer que les différents acteurs puissent avoir le même comportement ou la même attitude, même vis-à-vis d'un code de déontologie qui voudrait que le métier soit exercé de cette façon, qui voudrait que les règles soient respectées de cette façon. Vous en aurez toujours qui observent certaines distances par rapport à ces règles, à ces principes, voyez-vous. Le plus important, c'est jamais de ne pas être fatigué de le dire, d'attirer l'attention des différents acteurs sur le besoin, la nécessité de respecter les règles et les principes. Et mieux, même quand ça arrive, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, de notre corporation qui permettent d'identifier ces organes, ces médias en ligne, ces radios, les quotidiens, les chaînes de télévision, n'est-ce pas, pour que on puisse attirer leur attention ou au besoin véritablement l'extensionner. Nous avons aussi cette innovation où le code accorde une part belle à l'inclusion et le genre. Justement, les journalistes à besoin spécifiques ont besoin d'être pris en charge. Je pense que c'est bien de le préciser parce que nous avons parmi nous, dans nos rangs, comme je le disais, des soldats, n'est-ce pas, qui ont vraiment besoin d'une attention particulière, un peu comme
On le remarque dans d'autres corporations où on essaye vraiment d'adapter les besoins du métier, n'est-ce pas, à ces personnes. La femme, justement, le code a insisté sur le fait que la femme doit avoir un statut dans la rédaction. Là-dessus, j'ai un peu souri. Pourquoi vous avez souri? Oui, un statut de quelle façon? Bref, tout compte fait, nous savons comment ça se passe dans nos rédactions. Les femmes journalistes peuvent témoigner qu'elles ne sont pas traitées de la même façon que les hommes. Vous et moi avons suivi une formation avec le doyen Georges Amblon qui insistait ou non, demandait à une collègue femme de rentrer à la maison qui ne veut pas de problème vu qu'il faisait déjà. Donc, nous savons que dans ce genre de métier, nous savons comment il faut aménager véritablement les femmes parce que ça n'est pas facile. Il y a aussi le fait que le code qui a insisté qu'au niveau des rédactions, il faut avoir des comités d'éthique et de déontologie. Et c'est très important. Mais là-dessus, je voudrais dire qu'il faut accompagner les rédactions à l'installation de ce genre de comité. En quoi est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est pertinent parce qu'on voudrait que les journalistes, en même temps, dans l'exercice de leurs fonctions, soient aussi acteurs de contrôle de ce qu'ils font. Voyez-vous, et ce n'est pas toujours le cas dans une rédaction. Vous savez, oui, le rédacteur en chef estime que j'accorde une certaine liberté professionnelle à mes journalistes en ayant confiance parce qu'ils sont professionnels dans le traitement qu'ils font d'un sujet. Après, ils peuvent me rendre compte, je peux peut-être faire 2 ou 3 observations, mais ils sont d'abord responsables de ça. Et je pense que les comités peuvent faire un travail au-delà de ça, en tant que comité identifié comme tel dans une rédaction, de nature même à estimer que la façon dont ce travail a été fait, la procédure n'a pas été respectée, les principes n'ont pas été respectés. Est-ce que ça ne va pas être un comité de censure? Parce que généralement, c'est la tendance que nous avons dans nos rédactions. À limiter l'élan des collègues. C'est quand nous décidons de voir les choses de cette façon, n'est-ce pas, que nous sortons ce mot. Est-ce que dans le travail que nous faisons, en tant que journaliste, dans une rédaction, quelqu'un d'autre a la responsabilité de voir le travail que je fais? Il ne le fait pas parce qu'il est là pour censurer. Il le fait parce que c'est sa responsabilité. Comme on le dit, vous savez, quand ça tourne mal, nous savons les numéros qu'on appelle dans une rédaction. Franck l'a relevé. Il a été interpellé par l'ODEM. Le sujet sur lequel on l'a interrogé, c'est d'abord pas le journaliste, c'est d'abord lui. Et peut-être avant lui, on verra encore un peu plus haut. Donc, journalistes, nous devons accepter que dans notre façon de travailler, il y a des gens dont la responsabilité est de veiller. C'est pas forcément censuré, c'est pas forcément interdit. Mais si on ne le fait pas, dans l'hypothèse où ça tourne mal, moi, je n'ai pas envie que mon téléphone sonne de la HAC ou de l'ODEM. Et donc, dans une rédaction, on doit pouvoir comprendre cela aussi que c'est vrai, je suis journaliste, je dois travailler, mais quand moi je finis, il y a quelqu'un dont la responsabilité est de faire son travail. Je pense que sur le sujet, c'est très important parce que au-delà de tout, vous voyez, on regarde le rédacteur en chef ou la rédaction en chef un peu comme celui qui est là, qui ne veut pas laisser travailler, qui ne veut pas donner de liberté dans l'exercice de la profession aux autres collaborateurs. Le comité de déontologie et tout, d'éthique et tout, ça permettra aux autres également de se rendre compte de ce qu'ils font. Parce que ce ne sera plus la seule affaire du rédacteur en chef ou d'un directeur peut-être éditorial qui doit s'offrir le droit d'avoir un droit de regarder dans ce qui est fait, mais il peut y avoir des collaborateurs qui, par exemple, estiment que eux, ils ont le droit de tout dire, de tout écrire et de tout mettre dans un commentaire. Alors que ça n'est pas du tout le cas en fonction des contextes, en fonction des réalités, en fonction même de la sensibilité de l'information. On a le droit de pouvoir dire ceci, ça n'est pas bon, on ne peut pas le diffuser aujourd'hui, on peut reporter ça, ainsi de suite. Maintenant, concernant l'aspect de la femme, je crois qu'il ne faut pas profiter non plus de cette occasion pour nous propulser sur une planète, je ne sais où. Quand vous embrassez le métier de journaliste, c'est que vous êtes appelé à faire beaucoup de sacrifices. Et donc, quand surtout beaucoup de sacrifices, les dames. Ça va pour rien d'ailleurs que les obligations, en tout cas dans le code, sont pratiquement 2 fois plus nombreuses que les droits. Hein. Il y avait 5 devoirs, 8 droits. 8 droits. Voilà. On allait finir par là. Et donc, dans un monde, et le 8 mars prochain, on vous dira, nous sommes égaux, égalité, autonomie, ci et ça. Donc, quand nous sommes égaux,
quand vous mettez cela déjà dans la tête des femmes, c'est qu'elles s'attendent à ce que vous leur accordez un traitement de faveur. Moi, je pense qu'il faut leur donner les moyens. Si vous engagez une femme, payez-lui le bon salaire. Si elle fait des heures supplémentaires, il faut peut-être penser à compenser cela. Il faut, sur certains terrains sensibles, ne pas l'envoyer, ainsi de suite. Mais on est égaux. Bon, enfin, on est égaux. Je dis... Normalement, si on est égaux, on ne doit pas sélectionner des terrains en fonction du sexe. Non. On ne va pas sélectionner de reportages. Non, si vous appelez... On ne peut pas non plus... Parce que vous êtes homme, Franck, vous envoyez sur un reportage où vous finissez à 2h du matin et dire que l'autre, c'est parce qu'elle est femme qu'elle ne peut pas rentrer à 2h du matin, alors que vous avez le même salaire. Parce qu'on a dit à diplôme égal, salaire égal. Donc si vous avez le même salaire avec la femme, et que au nom de quoi vous pouvez traîner dans la nuit, si vous appelez... et finir à 2h du matin, et elle ne peut pas traîner dans la nuit, par contre. On est égaux. Quand on est égaux, c'est qu'on est égaux. Si vous appelez la directrice de Canal 3, vous lui dites, j'ai besoin d'un journaliste pour, je ne sais pas, pour aller dans une ferme, me faire un reportage. Elle peut vous dire, les yeux fermés, avec Eric ou avec Inis Tantampion, je peux avoir les résultats. Donc quand je dis, il faut savoir sélectionner qui envoyer, c'est pour dire, en fonction des conditions, on peut par exemple se passer des femmes. Oui, en fonction peut-être, je dois dire, de la capacité de la personne à rendre qualitativement le reportage. Je suis sûr que Franck n'est pas sous à l'observation que vous faites, Tanguy, mais l'égalité ne s'exprime pas forcément de cette façon. Vous savez, là où on est en train de soustraire peut-être une femme journaliste d'un reportage de nuit, peut-être qu'on peut compenser ça ailleurs, en termes de travail, pour que le quota soit véritablement respecté. Donc c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on estime qu'en tant que femme, quand on la soustrait d'un reportage de nuit, c'est pour la permettre de jouer notre fonction dans la société ailleurs en tant que femme, puisqu'elle doit rentrer, retrouver sa petite famille et s'occuper de sa petite famille. Je ne veux pas vouloir un résultat. Mais l'homme aussi. Oui. Aujourd'hui, on a dit que l'éducation des enfants vous et moi savons que et à la femme. Quand nous sommes dans la journée et qu'il sonne 17h, 18h, la panique qui est celle des femmes n'est pas forcément celle des hommes. On est d'accord, on n'a pas besoin de sortir des codes arithmétiques pour établir ça. Puisque la femme est habitée par la fonction d'aller préparer pour sa petite famille. Ce n'est pas forcément le cas pour l'homme. Surtout quand elle se dit qu'elle doit passer au supermarché ou au marché du quartier pour acheter, faire des emplettes. Ce n'est pas le cas de l'homme quand même. Les hommes font s'il vous plaît. Régulièrement. Nous sommes à la télé. Elle vous regarde. Oui, justement, c'est parce qu'elle nous regarde on fait des emplettes. qu'on ne peut pas mentir. Qu'on ne peut pas mentir ou se flatter. On fait même la cuisine à la maison. Et mieux, quand la femme travaille la période de maternité, donc dans une rédaction, on peut comprendre cette étape-là et voir comment il faut réduire ses charges et ses fonctions pour qu'elle puisse véritablement jouer efficacement cette fonction dans la société. Et en le disant, on peut compenser ça ailleurs. On peut plus l'occuper en journée, plus l'occuper en matinée, n'est-ce pas, que les autres heures de la journée où le journaliste homme est peut-être occupé. Donc je pense que tout est dans l'équilibre. En le disant, ce n'est pas que on donne quartier libre aux femmes dans les rédactions. En le disant, ce n'est pas que on veut, comment on dit, soustraire les femmes de toutes les obligations, n'est-ce pas, d'une rédaction. Donc c'est de trouver l'équilibre qui puisse permettre à une femme, tout en jouant son rôle de journaliste, d'aller aussi jouer une autre fonction que la société, n'est-ce pas, l'a accordée. Allez, parlons justement des droits qui sont trois fois plus nombreux que... Enfin, les devoirs qui sont 3 fois plus nombreux que les droits. 33 articles de ce nouveau code, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de devoirs. Et cela renvoie à l'image de responsabilité qu'on est en train de donner à un journaliste, qui est très bien important. Cela nous amène à dire que ce n'est pas un métier avec lequel on doit s'amuser, vu qu'il y a autant de devoirs. Mais en même temps, quand on est en train de responsabiliser comme ça les journalistes, il faut penser à leur vie. Il faut poser la question, est-ce qu'avec autant de devoirs, est-ce que dans ce métier, le journaliste s'épanouit ? Parce qu'il ne sert à rien de rendre le journaliste responsable du point de vue professionnel et qu'à la fin d'une journée ou à la fin d'un mois, que le journaliste soit dans une vie précaire. Et là-dessus, le code n'a pas de réponse. Le code n'a pas de réponse. Et c'est en cela que les responsables des fêtières, après avoir fait ce travail que nous avons salué, ne doivent pas se coucher.
ils viennent de renforcer le code, ils viennent de donner un signal du type de journaliste qu'ils souhaitent avoir, un journaliste responsable. Mais il faut que le journaliste puisse aussi, à travers son métier, justement, puisse avoir des droits qui permettent à un journaliste de s'épanouir dans l'exercice de sa profession. Parce qu'en l'absence de ça, c'est ça qui crée aussi d'autres problèmes, n'est-ce pas, que nous sur la qualité professionnelle. Parlons justement, et ça va être le deuxième axe de nos discussions, les enjeux aujourd'hui et les défis. On a beau dire, bon, écoutez, on a un nouveau code qui est adapté au temps, etc. Ça ne suffira pas, parce que avec l'ancien code, on a quand même eu ces nombreux dérives là. Alors, on a un nouveau code, c'est du papier, c'est écrit noir sur blanc. Ça s'arrête là, Franck. Si on se contente de ça, ce n'est pas évident qu'on fasse de la presse, je dois dire, une profession assez de qualité. Oui. Alors, quels sont les défis aujourd'hui? Non, les défis, c'est l'application. D'abord, faire épouser cela par les promoteurs d'entreprises de presse, oui. Parce que leur problème, ce n'est pas c'est comment payer les salaires à la fin du mois, c'est comment rentabiliser. Et lorsque vous êtes dans ces entreprises-là, il y a des devoirs, même quand vous voulez les observer. Vos droits, si vous voulez les réclamer, on vous dira tout de suite, c'est à prendre ou à laisser. Et la façon dont nous entrons, comment ça se passe aujourd'hui pour la plupart? Nos jeunes frères qui sortent des écoles de formation, qui sont devenus très nombreuses aujourd'hui, à former des milliers de journalistes. On a beaucoup qui ont la licence, beaucoup qui ont peut-être le master et qui sont en quête d'emploi. Et donc, on leur dit, écoutez, si vous ne pouvez pas vous en tenir aux conditions que nous vous offrons, vous pouvez partir. Et comment ils entrent dedans? Ils viennent, ils font un stage, on trouve en lui ou en eux des qualités, on les retient dans les rédactions, sans parfois des contrats formels. Donc, on entre de façon précaire, on vous traite de façon précaire, et parfois vous en sortez de façon précaire. Oui, ça veut dire que vous êtes quand la bonne ne vous surprend pas. Bon, voilà, si la bonne ne vous a pas négocié, ne vous a pas fait des yeux doux, je pense au doyen Aboubakar Takou. Et donc, quand ça se passe comme ça, vous êtes sûr que le journaliste ne va pas s'épanouir, Eric, dans une profession qui, pour certains, demeure une passion. Ils veulent faire cette profession-là, ils veulent évoluer, ils veulent avoir une carrière dedans, mais les réalités sont là. À côté de cela, il faut dire que les promoteurs d'organes de presse font face à beaucoup de difficultés aussi. Depuis, je l'ai noté dans mon commentaire, depuis la Covid, il y a des médias qui ne se sont pas retrouvés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ensuite, il y a que, disons, l'influence des pouvoirs publics. Ça n'est pas seulement au Bénin. Dans toute l'Afrique, on vous dira, on peut vous citer des exemples où on ne permet pas aujourd'hui. Si vous ne produisez pas, comment les consommateurs pourront vous solliciter? Comment, par exemple, on pourra vous dire, écoutez, j'ai vu que vous faites du bon travail dans tel ou tel domaine, mais pour faire ce travail, on n'invente rien en matière de journalisme. Il faut l'information. Aujourd'hui, les portes sont beaucoup plus verrouillées. Vous demandez des informations difficilement. On vous donne l'information. On ne vous permet même pas de pointer votre petit quelque part pour chercher une information. Et donc, il faut rediriger les intérêts. Il faut redimensionner ce que nous faisons au niveau de la presse. Soit on reste dans l'inertie, on ne fait rien, ou on va chercher ailleurs, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la politique, c'est beaucoup plus verrouillé. Donc, il faut explorer d'autres horizons, la culture, la santé, le climat, je ne sais quoi encore. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans ces domaines. Donc, il faut veiller à l'application stricte de ce code-là. C'est vrai qu'il met en exergue la responsabilité du journaliste, mais il faut rappeler aux patrons de presse de faire des efforts pour mettre les journalistes dans de bonnes conditions. L'autre défi également, c'est de pouvoir demander à la RAC, ensemble avec l'ODEM, d'organiser des formations. Parce que beaucoup de personnes ne lisent pas, beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de ces articles-là. On vous dira, vous appelez un journaliste, vous lui dites de vous citer un seul article de ce nouveau code-là, il vous dira qu'il ne sait pas. Tout ce que lui sait, il va fabriquer des informations et vous les servir. Et donc, il faut former les journalistes à cela et leur montrer la pertinence de ce que
contient ce code-là. Et maintenant, au-delà de tout, il faut amener, disons, les pouvoirs publics, comme le fait déjà la RAC, à soutenir ces médias-là qui sont en difficulté, surtout au niveau de la presse privée. Il y a beaucoup de difficultés que les gens jettent depuis un moment. Eric? Non, je pense que davantage, il faut être sérieux sur la question. Un journaliste qui n'est pas épanoui ne peut pas respecter les dispositions de ce code, parce qu'on a tellement renforcé son niveau de responsabilité que cela lui demande beaucoup de choses. Et c'est dans cela que les fêtiers doivent encore continuer par travailler pour trouver la bonne formule. Le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui, nous savons dans quelles conditions les journalistes travaillent. Si la solution doit venir du gouvernement, de la HAC ou d'autres institutions, je pense qu'ils doivent pouvoir trouver le moyen de le faire. Autrement, on a bien fait de faire un code avec tellement de responsabilités, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, 10 ans après, on serait peut-être encore obligé de retravailler encore sur un nouveau code, parce qu'on va se retrouver encore à dénoncer les mêmes problèmes d'insuffisance professionnelle, les mêmes ratés, n'est-ce pas, que nous avons noté, qui nous a conduit justement à un nouveau code de déontologie. Franck l'a relevé. Aujourd'hui, on rentre dans ce métier de façon frauduleuse, on l'exerce de façon frauduleuse et on finit aussi de façon frauduleuse. Donc, il faut qu'à tous les niveaux de prise de décision, à tous les niveaux, au niveau de toute la chaîne, qu'on puisse sentir véritablement un professionnalisme. Un journaliste professionnel dans une rédaction, cela suppose que tous les responsables aussi doivent être professionnels, y compris même le promoteur, dans sa façon de gérer l'entreprise. Il y a une façon où on doit gérer une entreprise qui n'est pas forcément ce que nous observons dans la gestion des entreprises de presse. Bon, le malheur aussi chez nous, c'est que et à la fois il est promoteur, à la fois il est journaliste, à la fois il occupe agent commercial. Agent commercial, il occupe tous les postes. Il est présent à l'UPMB en tant que promoteur, il est présent au CNPA là-bas en tant que journaliste, là-bas en tant que promoteur, au DEM. Et finalement, il est jugé parti. Oui, finalement, quelqu'un comme ça qui se retrouve et qui doit prendre des décisions, qui doit toucher la vie des journalistes comme moi et bien d'autres dans cette corporation, on se dit de quel côté il faut renforcer la balance, voyez-vous. Donc, parce que quand on le dit du côté du CNPA, ben écoutez, eux sont des promoteurs. Bon, on ne peut pas parler d'augmentation de salaire, ça, c'est un peu, voilà, on ne peut pas parler de trop de droits. Bon, donc, finalement, on est là, dans un cercle où, même au niveau des fêtiers, ne touchez pas ce point parce que les promoteurs ne seront pas d'accord avec vous, vous leur donnez trop de droits, ben écoutez. Donc, finalement, on a le sentiment d'évoluer, mais en même temps, on a plus le sentiment de reculer. Donc, je pense qu'une réforme, un test, un code qui ne permet pas à un journaliste, à la fin, de s'épanouir, de pouvoir se dire, ben oui, je suis journaliste responsable, et parce que mon métier me permet aussi d'avoir des droits, et d'en jouir et d'en bénéficier, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir de résultats. Et Tanguy, ça c'est à quoi d'être un journaliste responsable si je ne peux pas payer mes factures? C'est trop vilain, hyper vilain. En tout cas, votre épouse doit vous rappeler votre responsabilité à la maison et quand vous la transposez au boulot, c'est vite arrivé. On se laisse aller à des pratiques qu'on ne souhaite pas dans la profession. Si je peux respecter, si je peux réciter les yeux fermés le code de déontologie pour montrer que j'ai bien assimilé. Non, je crois à la fin, les défis, moi je pense fondamentalement que le gros défi revient notamment aux fêtiers. Absolument. L'UPMB, le CNPA en l'occurrence. Étant donné que l'ODEM est un bras technique de ces deux structures-là. Parce que la qualité de la prestation journalistique dépend justement, je dois dire, du patron, donc de combien il paye à son employé, mais aussi de l'employé lui-même, sa façon responsable de traiter l'information, quelle que soit un peu la situation dans laquelle il pourrait être amené. Écoutez, quand on est journaliste, on l'est.
ou on ne l'est pas. Si on n'est pas épanoui et qu'on n'est pas heureux dans la profession, on quitte tranquillement, on devient docker, là où on gagne beaucoup d'argent, et on laisse ceux qui sont d'accord pour continuer à galérer. Bon, ça ne veut pas dire qu'on encourage les patrons à ne pas payer un bon salaire. Il faudrait que les patrons aussi soient responsables. Et c'est le gros défi, responsable vraiment, en matière donc de paiement et de conditions de vie et de travail pour les professionnels des médias. Maintenant, l'autre chose aussi, je pense que on voit très peu les journalistes, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué au niveau des faits tiers, on remarque très peu la sanction vers les journalistes pro-gouvernementaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire l'hyper-communication aussi doit être une activité réglementée, mesurée. Et il ne s'agit pas forcément de condamner seulement quand le journaliste a injurié. Il faudrait aussi mesurer et adapter justement le contenu informationnel au cadre qu'il faut. Je suis d'accord parce que quand on est large sur cette question-là, le journaliste se permet de s'écarter petitement et après il n'a plus le contrôle. Le papier qu'il sort le matin, on sait que c'est pour le déposer sur la table de tel ou tel, ou ce qu'il écrit de son smartphone, on sait que on connaît sa destination. Non, parce que quand vous sortez une information, c'est pour le public. Moi, je dois trouver mon compte, Eric doit trouver son compte, l'autre qui est à la maison doit trouver son compte, et ça doit apporter un plus dans l'animation de la vie publique. Et donc, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y en a qui ne sortent que lorsqu'il y a à encenser, lorsqu'il y a à dire tel ou tel bien de tel jeu. Et même les pouvoirs publics qui le font, ça ne leur rend pas service. Absolument. Parce que demain, vous serez à une autre position, vous aurez envie ou besoin qu'on vous dise, mais voilà ce qui est. Il faut aller loin pour fouiller, pour faire ci. Moi, quelqu'un m'a appelé hier pour me donner une information dans une de nos universités. Et j'ai les informations, mais je suis sûr que quand vous allez vous mettre sur la piste, on vous appellera pour dire attention, ici, il faut pas. Sans interdit. C'est pas bon. Il faut pas faire ça. C'est quand même. Et si, c'est ça. Donc, nous sommes en contrat, nous avons fait ci. Il y a beaucoup de contraintes. Nous sommes dans une cage. Avec ce code-là, je pense qu'il faut en appeler à la responsabilité des journalistes. Mais on devrait avoir autant de devoirs que de droits et aller déposer ça sur la table des promoteurs, des patrons de presse pour vous dire, voilà, nous avons rendu suffisamment vos journalistes responsables. Vous aussi, soyez responsables. Ça va équilibrer. Il y a un petit... Bon, si ça peut arranger... Donc, je pense qu'il y a le défi de son application. Je parlerai de justice professionnelle. La désinformation, ce n'est pas seulement quand c'est dans la critique. C'est aussi même dans le champ où on donne une fausse information en soutien à quelqu'un ou à quelque chose. Si. C'est de ça que je parlais. Oui, et là-dessus, on reste muet. On reste muet parce qu'on estime que ça ne fait pas de mal. Or, ça fait plus de mal que quelqu'un qui désinforme, mais dans la critique. Oui, parce que je suis un média et j'accompagne peut-être les actions du gouvernement, puisque ça existe, n'est-ce pas, que si je dois dire que le gouvernement a construit tel nombre de kilomètres de route, je dois exagérer sur le nombre de kilomètres. C'est une fausse information. C'est de la désinformation. Et c'est là la politique de 2 poids 2 mesures qui guette l'ensemble des faits tiers. Parce que jamais on les a vus se prononcer sur ce genre de cas, sur ce genre d'informations, mais qui chaque jour, nous les lisons à la une des journaux, des quotidiens, où c'est-à-dire que c'est hyper positif, mais hyper erroné à la fois, et on estime que ça ne crée pas de problème. Et quand il y a une désinformation dans la critique ou dans la diffamation, on estime que il y a un problème. On met la communication sous le coup de l'information. C'est-à-dire que le gars sort son journal le matin, il dit que lui, il informe. Mais le titre même vous renseigne. C'est la communication pure et dure. Oui, c'est la communication pure et dure. Et quand c'est comme ça, je pense que il faut demander à ces journalistes-là carrément de créer des agences de communication. On sait que, oui, vous êtes une agence de communication, vous communiquez, mais si vous gardez le vocal, vous êtes dans ce même monde que nous, là, non, il faut faire une certaine démarcation. Malheureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il reste que ce code soit vulgarisé. Surtout. Surtout. Et je pense qu'il y a
un chronogramme pour ça, pour passer dans, je dois dire, l'ensemble des rédactions sur le territoire national pour parler de ce code-là. Ça ne va pas se faire en un an. En tout cas, le travail est colossal. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, 2 escales. Le temps de boucler à tout matin. Vous aurez tout de suite, mettons, le rappel des informations essentielles relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin ces 7 derniers jours au Bénin. Idriss Boukari vous a concocté quelques éléments de souvenirs. Et puis, la revue de presse pour clôturer. Bonne journée. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La 7e mandature du Conseil économique et social a été installée le lundi 24 février 2025 au Palais de la Marina par le chef de l'État Patrice Talon, et celui qui a le privilège de présider cette institution a pour nom Conrad Gbagidi. Lui qui a fait son expérience à la 6e mandature du CES est par ailleurs président de l'Association de développement de la commune de Savalou. Il a placé sa gouvernance sous le signe des actions concertées et coordonnées. Le désormais président de la 7e mandature du CES sera accompagné dans ses fonctions par le premier vice-président Razaki Amouda Issifou et le deuxième vice-président Emmanuel Golo. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. De son côté, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie a tenu le mardi 25 février 2025 une séance d'échange avec les différents acteurs du transport routier au Bénin. L'initiative de Jacques Ayadji intervient après l'accident tragique dans lequel le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et son garde du corps sont décédés. L'objectif de la rencontre avec les syndicats et fédérations de transport est de discuter des défis et des solutions à envisager pour l'amélioration de la sécurité routière et pour un transport routier sûr. C'est une séance d'écoute, d'échange pour diagnostiquer, pour nous mirer nous-mêmes et voir ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi l'atelier de renforcement des capacités d'une cohorte de femmes aspirantes à la politique sur la gouvernance locale et le processus électoral au Bénin. La formation est organisée dans le cadre du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique, une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin. L'objectif, selon Luc Setondi Atropo, président de l'ANCB, est de renforcer les connaissances de ces femmes sur la démocratie au Bénin, sur le fonctionnement des partis politiques et leur présenter les opportunités clés d'appui technique et financier pour les potentielles candidates au Bénin. Mais je vois que si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour notre cause, ça ne sera pas bon. Au-delà des grandes réalisations du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, il y a des sous-projets communautaires mis en œuvre en réponse aux besoins exprimés par les populations bénéficiaires. Dans les différents lots, il y a celui qui a été financé par la Banque mondiale. La première vague de ces sous-projets a été provisoirement réceptionnée le mercredi 26 février 2025 par les équipes de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et des différentes missions de contrôle. Nous sommes venus changer de manière plus globale le cadre de vie de la population. Le port autonome de Cotonou a 60 ans, un événement qui n'est pas passé sous silence.
Un instant festif et de réflexion a été ouvert pour célébrer le parcours du port considéré autrefois comme le poumon de l'économie nationale. Occasion pour ses responsables de rendre public l'agenda des festivités qui s'étendent sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, au cours desquels il sera question du bilan et de l'évolution du port ces 6 dernières décennies. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. Yves Kouaro-Chabi repose désormais dans sa dernière demeure. Le regretté ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a été inhumé le 1er mars 2025 à son domicile à Parakou. Mais avant, il a reçu les hommages de la République, d'abord dans la maison mortuaire où s'est déroulée en présence de sa dépouille une veillée funèbre le 28 février 2025 et ensuite lors de la messe d'enterrement tenue dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de la cité des Kobourou. On prépare à cette veillée de prière les familles biologiques, professionnelles, politiques, des membres du gouvernement ainsi que des proches du défunt. Ce fut une célébration empreinte d'émotion marquée par des lectures bibliques et des chants funèbres au cours de laquelle les participants se sont recueillis devant le corps de l'ex-ministre, relate le matinal. Lors de la célébration eucharistique officiée par Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou, et rehaussée par une forte présence de personnalités politiques, ont été vantés les mérites du défunt. L'un des moments saillants de cette messe corps présent est l'élévation de Kouaro Yves Chabi par le président de la République à titre exceptionnel, civil et posthume, au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin, dont l'annonce a été faite par Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Des précisions fournies par le matinal. Forte délégation gouvernementale et politique, forte émotion à Parakou, souligne le matin, tandis que l'autre quotidien salue le chauvinisme de l'ex-ministre en titrant « Un dévoué de la République repose désormais dans sa dernière demeure ». À Le Chasseur Info d'afficher à sa manchette les adieux de la nation à Kouaro Yves Chabi. L'actualité nationale, c'est aussi cet exploit réalisé par les militaires béninois dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Fraternité rapporte que dans la nuit du 27 au 28 février 2025, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération militaire d'envergure contre des groupes terroristes à Kantoro, commune de Karimama, située dans le nord du pays. Cette offensive, qui a permis de neutraliser 9 terroristes, fait suite, selon le quotidien, à une attaque meurtrière perpétrée par ces mêmes groupes le 26 février 2025 et dont le bilan fait état de morts et de blessés dans le camp béninois. L'information est confirmée par plusieurs canards sortis ce matin, dont Libération, qui nous apprend au surplus que sur la question de la fiabilité de la liste électorale en vue des élections générales de 2026, le gouvernement donne des assurances. Le journal indique que le sujet a été abordé par Wilfried Léandre-Mbedi lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse. La LEI est déjà crédible. Il n'y a même pas lieu de remettre en cause sa crédibilité et surtout le sérieux qui entoure sa réalisation à partir du moment où nous avons travaillé à avoir un état civil moderne, un état civil fiable et sécurisé, a lâché le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre-Mbedi rassure et Édouard Loko promet, selon un rapport établi par Djakpata lors de son intervention à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication
Au titre de l'année 2025 qui s'est déroulée jeudi dernier, le président de l'institution s'est exprimé sur l'aide de l'État à la presse privée, affirmant que le processus est en bonne voie. Pendant ce temps, un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias voit le jour, révèle le meilleur. Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 28 février 2025 à Cotonou, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a procédé à la présentation aux professionnels des médias du contenu du document. Il est composé de 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. Le télégramme à présent pour évoquer la question de la sécurité à Abomey Calavi. Selon le quotidien, un tenancier de cabine Mobile Money a été tué dans la commune par des braqueurs. Fin de la revue de presse de ce lundi 3 mars 2025.